Good. Bonsoir, je suis le capitaine Simard. Je vois quand même des noms là, qui étaient là les semaines dernières. Ce soir, on va voir quatre modules sur la théorie de vol. Donc, on continue la théorie de vol là, qu'on avait faite aussi la semaine passée. Ce soir, on va commencer avec le premier module qui est le 405.04 sur la stabilité. Euh, on, euh, donc, Qu'est-ce qu'on va voir durant le cours? C'est la stabilité longitudinale, la stabilité latérale et la stabilité directionnelle. Donc, c'est les types de stabilité là, qu'on va voir durant ce module-là. Juste un petit rappel sur le cours qu'on avait vu la semaine passée. Donc, on a l'axe longitudinal qui traverse du nez de l'avion jusqu'à la queue. On a l'axe latéral qui part d'un saumon de l'aile jusqu'à l'autre saumon de l'aile. Et l'axe vertical, qu'on va aussi appeler des fois l'axe normal, qui traverse dans le centre du fuselage. Donc, c'est quoi la stabilité? La stabilité, là, je vais lire la définition, puis on va pouvoir l'approfondir après, là. C'est la tendance qu'a un aéronef en vol à demeurer en vol rectiligne, en palier et à l'endroit, ainsi qu'à reprendre cette assiette s'il l'a quitté sans que le pilote ne prenne de mesures correctives. Donc, on va le décortiquer, là. Donc, demeurer en vol rectiligne en palier. Donc, il va voler en ligne droite, puis en palier. Donc, en palier, ça veut dire qu'on ne monte pas, puis qu'on ne descend pas. Puis à l'endroit, là, ça fait qu'il n'est pas de l'autre côté, là. Il est vraiment là, le cockpit vers en haut. Donc, en vol rectiligne et en palier, puis à reprendre son assiette s'il en a quitté. Donc, ça, mettons, il fait un petit virage. Euh, de base, si on lâche les contrôles, l'avion va revenir à sa position initiale. Donc, ça, on va dire qu'un avion est stable s'il revient à sa position initiale. Il va y avoir certains avions qui sont moins stables. On va voir un peu là, les avions là, qui peuvent être un peu moins stables. On a la stabilité inhérente. Donc, ça, c'est les caractéristiques au moment de la construction de l'aéronef. Donc, selon la position du centre de gravité de l'avion, etc., ben, ça fait que l'avion peut être plus ou moins stable selon les caractéristiques qu'on lui donne à sa conception. Donc, ça, c'est la stabilité inhérente. On a deux grandes catégories de stabilité. On a la stabilité statique, qui est la tendance initiale de l'aéronef à reprendre sa position d'origine lorsqu'il l'a quitté. Donc, la stabilité statique, comme on disait tantôt, si l'avion s'éloigne un peu, si on relâche les contrôles, ben, l'avion va revenir à sa position initiale là, sans qu'on ait besoin de faire d'autres corrections. La stabilité dynamique, ça, c'est la tendance globale de l'aéronef à reprendre sa position d'origine après une série d'oscillations qui s'atténuent peu à peu. Donc, par exemple, je vais essayer de le dessiner. Stabilité statique, mettons que l'avion, on pique, mais graduellement, il va revenir à sa position initiale si on relâche les commandes. La stabilité dynamique, il va revenir à sa position, mettons qu'on pique, il va revenir à sa position initiale, mais en faisant des petites oscillations. Donc ça, c'est la stabilité dynamique. Statique, c'est on reprend la position comme en un mouvement, puis dynamique, c'est en plusieurs petites oscillations. Après ça, on a trois sous-catégories. Donc là, on a vu la stabilité statique et la stabilité dynamique. Puis, ils peuvent se sous-diviser en différentes catégories. Donc, on a la stabilité positive. Donc, ça, c'est qu'une fois qu'un aéronef a quitté son assiette, il crée des forces ou des mouvements qui aideront à reprendre sa position initiale. Donc, si il est en virage, ben, il va revenir à sa place. Même affaire, s'il est en piqué, il va revenir, si on relâche les contrôles, il va revenir à sa position en vol rectiligne sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est un peu comme une voiture aussi. Une voiture, si on lâche le volant, ben, l'auto va quand même continuer à garder sa trajectoire. Le,
l'auto, comment est conçu, l'auto, c'est conçu de façon pour que ça soit stable, pour pas qu'on ait tout le temps à forcer sur le volant très fort. Donc, c'est un peu la même affaire en avion aussi. On ne veut pas avoir à tout le temps forcer pour ramener l'avion à sa position à sa position initiale. Ensuite, on a la stabilité négative. Donc, une fois qu'il a quitté son assiette, admettons qu'on est en virage, ben, il va continuer de tourner, tourner, tourner de plus en plus à un grand angle. Donc, ça l'empire de plus en plus. Et on a la stabilité neutre. Admettons qu'on vire en virage, ben, il va continuer à tourner, mais avec le même angle. Donc, il ne prend pas plus d'angle, mais il ne revient pas non plus à sa position initiale. Euh, des différents types d'aéronefs là, qu'on pourrait avoir. Donc, pour les positives, ça va être surtout là, des aéronefs d'entraînement ou de planeur. Donc, c'est avec surtout ça que vous allez apprendre à piloter. Négatif, ça va être plus un peu des avions de combat. Donc, pour des avions de combat, on veut que ça soit quand même très réactif. Donc, ça va être une stabilité négative. Puis, neutre, ça va être des aéronefs de démonstration. Pourquoi? Parce que, admettons qu'ils sont dans un virage, ben, ils veulent continuer d'être tous au même virage en même temps, puis pas avoir à forcer là, pour faire des manœuvres. Donc, c'est pour ça que les avions d'acrobatie vont être une stabilité neutre. Donc, si on résume un peu les stabilités avec un petit graphique, on a la stabilité statique positive. Donc, la stabilité statique positive, on voit, ça revient à sa position initiale en non-oscillation. On a la stabilité statique neutre, que elle continue son mouvement, mais sans empirer. Et la stabilité statique négative, que elle, ça l'empire. Ensuite, si on va du côté dynamique, pour la positive, ben, ça revient à sa position initiale en faisant des oscillations. Après ça, on a la dynamique neutre, que ça continue tout le temps de faire des oscillations en continu. Puis, on a la stabilité négative, ben là, ça l'empire. Donc, on avait les deux grosses catégories, donc statique, dynamique, qui étaient divisées en sous-catégories, la positive, la neutre et la négative. Il y en a-tu qui ont des questions à date là, pour les différents types de stabilité? Moi, j'ai une question. Oui, allez-y, Oteza. C'est par rapport à la stabilité. Tu que l'avion a tendance de revenir sur place. Mhm. Ça, c'est pas l'effet de quai, mais ça, j'avais entendu ce terme-là quelque part. Est-ce que Ça, on tu va pourrais le voir plus loin. m'expliquer? On va voir les différents types de stabilité longitudinale latérale. Puis oui, l'effet de quai va améliorer la stabilité. Donc ça, l'effet de quai, c'est un phénomène qui aide à avoir une stabilité positive. Ok, merci. Cadet Moreira? Oui, pour stabilité négative statique, l'avion va, genre pas comme commencer à reculer en arrière, mais il va faire quasiment un tour au complet sur lui-même. Non, mais c'est, admettons qu'il est en virage, là ben, tu sais, où il fait une loupe, là, admettons qu'il est en train de piquer, là, il va comme faire une loupe à un moment donné. Versus que ici, il va continuer de monter, de monter, de monter. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir le décrochage. Là, c'est sûr que c'est différent, mais pensez aussi en virage. Admettons qu'il est en virage, ben, l'angle en virage va être de plus en plus grand. Est-ce D'accord, que c'est clair? merci. Oui, merci Super. beaucoup. Cadet Bolduc. Ouais, c'est ça, je me demandais comment ça peut arriver, la stabilité dynamique quand on conduit un avion. La stabilité dynamique, des fois, ça peut être, admettons qu'on est en. C'est sûr que des oscillations comme ça, c'est un peu plus rare, là. Donc, en effet, c'est rare que vous allez comme faire des montagnes russes puis ça va revenir. Pour de vrai, j'en ai jamais expérimenté là, de stabilité plus dynamique, mais il faut juste savoir là, que ça peut exister la stabilité dynamique. OK, puis même de la négative dynamique, ça peut arriver. Ben, ça pourrait arriver si ça l'empire, admettons que ça devient les mouvements deviendraient de plus en plus grands, là. OK, c'est beau. Merci.
Mais j'ai jamais conduit d'avion de chasse, fait que je l'ai jamais expérimenté. Ok, c'est beau. Parfait, ça. Cadet parent? Ouais, donc c'est juste avec la stabilité positive qu'on peut retourner à son point initial, genre en point rectiligne. Mhm, Ah, ok, ouais. exact. Donc pour la neutre et la négative, c'est des problèmes avec l'air, un peu genre des oscillations, c'est ça. Je suis pas sûr de comprendre Mais des c'est problèmes avec juste, l'air. on peut, pourquoi on n'essaie pas genre de chercher à retrouver sa position initiale avec n'importe quel type de stabilité, genre? Ben, c'est, admettons, pensez que vous êtes en virage. Admettons que vous faites un virage à 15 degrés d'inclinaison. Si vous faites un virage à 15 degrés d'inclinaison, puis vous lâchez les commandes, si la stabilité est positive, l'avion va revenir à sa position initiale, donc à 0 degré. Si on est en virage à 15 degrés, puis on a une stabilité neutre, on va continuer à être à 15 degrés tant qu'on ne remettra pas les commandes pour revenir à la position initiale. Ok, Puis si on a une ok, je stabilité comprends. négative, là, ça va être de plus en plus grand. Donc, on va virer de plus en plus jusqu'à, mettons, 60-90 degrés. Ok, donc la stabilité, c'est quand on lâche les commandes, c'est ça un peu? Oui, si on lâche les commandes, c'est quoi la tendance de l'avion à revenir à sa position initiale ou non? Ah, ok, ouais, merci. Donc, ensuite, on a d'autres sortes de stabilité. Donc, on a la stabilité longitudinale, qui est la stabilité autour de l'axe latéral. Pourquoi on dit que la stabilité longitudinale, c'est autour de l'axe latéral? C'est parce que pour euh, avoir une bonne stabilité autour de l'axe longitudinal, on va devoir, en fait, pour avoir une stabilité autour de l'axe latéral, donc qui traverse de bord en autre, comment on ferait pour avoir une bonne stabilité puis d'être toujours en vol rectiligne? Donc, la stabilité latérale, ça, c'est le tangage. Donc, pour éviter qu'on fasse trop de tangage, on va concevoir de façon à ce que le nez soit lourd. Fait que si on a une panne moteur, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on ne commencera pas à euh, prendre de l'altitude puis à décrocher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on a une panne moteur, ben, l'avion va tout de suite se mettre en position piquée vu que le poids est le plus haut en avant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une stabilité de tangage. Donc, parce que c'est le tangage, puis c'est la stabilité, en fait, longitudinale qu'on appelle ça, vu que le poids, ben, tout dépendant si on le met en avant sur l'axe longitudinal ou derrière sur l'axe longitudinal, c'est ça qui va faire varier le mouvement de l'axe latéral. Fait que c'est comme un peu l'inverse. La stabilité longitudinale, c'est autour de l'axe latéral. Puis vous allez voir dans le slide plus loin, c'est l'inverse. La slide d'après, là, on va continuer la stabilité longitudinale. La stabilité longitudinale, comment on peut affecter cette stabilité-là? On peut varier la dimension et la position du plan fixe horizontal. Donc ça, le plan fixe horizontal, c'est ou l'empennage en arrière, c'est qu'est-ce qui est à l'horizontale. Tout dépendant s'il est plus grand ou plus petit, ben, ça peut affecter là, la portance. Donc, si on a un grand empennage, ben, il peut créer un peu plus de portance qu'un autre, fait que ça peut varier la stabilité de tangage. Donc, plus que si l'empennage est très, très, très grand, ben, il va créer beaucoup plus de portance, puis l'avion va tout le temps avoir tendance à piquer un peu. Euh, Ensuite, le centre de gravité. Si le centre de gravité est trop en arrière, donc si on est tout le temps le centre de gravité en arrière de l'avion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'avion va tout le temps avoir tendance à avoir le nez cabré. Donc le poids est en arrière de l'avion. Puis au contraire, si le centre de gravité est trop en avant, ben, l'avion va avoir tout le temps tendance à piquer. Par contre, on préfère quand même ça. On préfère tout le temps avoir tendance à piquer parce que si on a un décrochage, on ne veut pas que ça décroche
puis que le poids soit tout en arrière, puis qu'on soit plus capable de reprendre la vitesse, donc de repiquer pour reprendre la vitesse. Si le centre de gravité est trop en arrière aussi, c'est ça. Donc, ça devient difficile si on a un décrochage, de revenir à notre position initiale. Donc, ça, c'est les deux facteurs qui affectent la stabilité longitudinale. Donc, la dimension et la position du plan fixe horizontal qui nous permettent de faire de la portance pour tout le temps piquer. Puis, le centre de gravité, ben, on essaye de mettre le centre de gravité en avant pour aussi qu'on soit tout le temps en train de piquer. Pour que s'il y a un décrochage, ben, on ne soit pas dans la merde. Donc, ça, c'est les deux facteurs. Oui, qu'il y a des parents. Ouais, je veux juste savoir ça veut dire quoi, cabrer. Cabré, c'est l'assiette quand on monte, quand on tire sur le manche. Ok, ouais. Puis, l'assiette piquée, ça, c'est quand on pousse. Ok. Maintenant, la stabilité latérale, c'est la stabilité autour de l'axe longitudinal. Donc, on a notre axe, puis c'est la stabilité de roulis. Donc, le roulis, c'est tout le temps autour de l'axe longitudinal. Puis, donc, c'est le contraire de tantôt. C'est tout le temps stabilité latérale autour de l'axe longitudinal. Parce que pour rendre le roulis plus stable, on va devoir faire des phénomènes autour, soit mettre du poids, des choses comme ça, sur l'axe latéral pour faire varier là, la stabilité longitudinale. Les facteurs qui peuvent influencer la stabilité latérale, on a le dièdre. Donc, le dièdre, qu'est-ce que c'est? C'est que, admettons qu'on prend un avion, normalement, les ailes sont à l'horizontale comme ça. Si on applique un dièdre, les ailes vont être un peu plus relevées vers en haut. Donc, on a un certain angle par rapport à l'horizon. Donc, l'angle ici, on appelle ça l'angle de dièdre. Donc, puis des fois, il va y avoir certains avions qui vont avoir un angle de dièdre négatif, donc vers en bas. Puis des fois, il va y avoir des avions qui vont avoir un angle vers le haut. Donc, on va dire que c'est un dièdre positif. Si le dièdre est positif, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand on est en virage, donc si je refais le même avion, mais en virage, l'aile qui est ici rencontre le vent relatif à un angle perpendiculaire. Donc, il va créer plus de portance qui va avoir tendance à ramener l'avion à sa position initiale. Donc, en lui donnant un angle comme ça, ben, vu que ça rencontre, vu qu'on est comme à 90 degrés par rapport à l'air, ça crée de la portance, puis ça fait revenir à sa position initiale. Si on a un angle de dièdre négatif, là, ça nuirait à la stabilité. Ensuite, on a l'aile en flèche. Donc, l'aile en flèche, c'est que si vous avez un avion, on va lui donner des ailes en flèche. Donc, ils vont être vers en bas. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que si on est en virage, admettons que le vent arrive, si on fait un virage à gauche, là, l'avion, dans mon dessin, est déjà en train de faire un virage, puis il y a du vent qui souffle ici comme ça. Donc, il est en virage vers la gauche par rapport au vent relatif. L'aile qui est ici va rencontrer beaucoup plus d'air. Puis ça va faire revenir l'aile à sa position initiale. Donc, l'aile en flèche va permettre de ramener à sa position initiale à cause de sa conception que en virage, ça va par rapport à l'angle, par rapport au vent relatif, on va être perpendiculaire.
Oui, Cadet Boudin dehors. Quand vous dites que ça fait faire l'aile à sa position initiale, c'est-à-dire que l'avion va retourner à sa position initiale? Oui, donc ça, c'est comment on pourrait faire pour que, en améliorant, ça l'amène une stabilité positive. Donc, on revienne à notre position initiale. En ayant un angle de diède ou en ayant des ailes en flèche, ça nous ramène naturellement à notre angle initial. Ok. Ok, super, merci. Donc, quand on est en virage, là, fait que quand on est en virage puis qu'on relâche les commandes, ça nous ramène à notre position si on a un angle de diède ou des ailes en flèche. L'effet de quille aussi. L'effet de quille, admettons qu'on a notre avion. Avez-vous encore une question? C'était correct, hein? Non, j'ai une autre question. Ça veut dire que on a un mouvement positif. J'oublie le nom, mais c'est positif. Qu'est-ce qui est positif? J'ai pas compris C'est-à-dire que l'avion revient à sa place de façon positive. Ben, quand on est une stabilité positive, ça veut dire que ça revient à sa position initiale si on relâche les commandes. Donc, pour améliorer, là, on trouve les facteurs qui vont nous aider à avoir une stabilité positive. Si on voudrait avoir une stabilité négative, ben là, ça, on faudrait mettre, admettons, un angle de diède vers en bas, comme on voit par ici. Mais là, je suis en train de parler des facteurs qui nous aident à avoir une stabilité positive. Ok, ok, super, merci. On a. Oui, Cadet Bolduc. C'est normal si je vois plus le PowerPoint? Les autres, vous le voyez? Oui, monsieur. Oui. Non. OK, c'est beau. Ben, le problème est de mon bord. Merci. C'est bon. L'effet de quille. Donc, l'effet de quille, si vous avez un avion, puis qu'on met du poids en bas, un peu comme une quille. Une quille, là, si vous, ça vous est sûrement déjà arrivé de jouer au quille, puis que la boule, elle frappe la quille, puis qu'elle revienne à sa position de base parce que tout le poids est en bas. Même affaire sur un avion, si on met tout le poids en bas, ça va faire comme un pendule un peu. Donc, ça va permettre que en virage, vu que le poids il est ici, ben, il va avoir tendance à vouloir revenir à sa position initiale, donc revenir par en bas. Donc, ça, c'est l'effet de quille. Le poids est souvent dans le bas de l'avion, puis ça permet de ramener à sa position initiale. Et la bonne répartition du poids, si vous avez tout le poids dans un avion, si vous avez tout le poids d'un même côté, ben, ça se peut que ça l'aide, ben, que ça nuise à la stabilité. Donc, c'est un facteur à faire attention. Quand les avions commerciaux mettent du bagage dans les avions, ben, ils doivent s'assurer de faire un massé-centrage puis s'assurer de répartir uniformément le poids pour pas que l'avion ait tendance tout le temps à virer d'un seul côté. Donc, ça, c'est les 4 facteurs qui ont une incidence sur la stabilité latérale, donc le diède, l'aile en flèche, l'effet de quille et la bonne répartition du poids. Donc, ça, c'est tout par rapport à l'axe latéral. Donc, on met le poids de façon latérale sur l'avion. Les ailes en flèche aussi, c'est par rapport à l'axe latéral. Puis, même affaire, là, les ailes ici, c'est par rapport à l'axe latéral. Euh, la stabilité directionnelle, elle, c'est la stabilité autour de l'axe vertical. Donc, ça, c'est comme la seule stabilité qui est autour de son même axe. Fait que la stabilité directionnelle autour de l'axe vertical. Ça, c'est la stabilité de lacet. Puis il y a un seul facteur qui peut influencer la stabilité directionnelle, c'est l'empennage. Donc, plus que l'empennage vertical est grand, ben plus qui va permettre de revenir à sa position initiale, parce qu'il va comme contrer un peu l'effet du vent, plus qu'il est grand. Avez-vous des questions sur les 3 stabilités qu'on vient de voir, là, la stabilité longitudinale, latérale et directionnelle? Oui, qu'il y a des parents.
Oui, pour celle-là, la stabilité directionnelle, ça tape-tu Mhm. le gouvernail? C'est ça? J'ai oublié si c'est. Je pense pas que c'est comme ça que ça s'appelle, Ben, là. c'est l'empennage qui, oui, c'est là où que s'attache le gouvernail de direction, mais c'est vraiment l'empennage, là, la partie solide qui ne bouge pas, là. Ok, mais c'est l'empennage, c'est la partie, genre, c'est la queue. C'est la même chose, ça? Ben, la partie verticale de l'empennage. L'empennage, dans le fond, l'empennage est divisé en deux parties. On a la partie verticale puis la partie horizontale qu'on va appeler des fois donc, c'est comme on a deux parties, là. Puis là, on parle de la partie verticale. Ouais, ok. Attendez, je vais vous montrer une petite image. Mais aussi, j'ai une question. Imaginons l'aéronef, là, il part vers la droite, mais le Mhm. vent, il provient de la gauche. Parce que là, l'aéronef, j'arrive pas à comprendre comment il va faire pour revenir à sa position initiale. Le vent le pousserait dans la direction opposée. Dans les airs, il n'y a pas de vent en tant que tel, c'est le vent relatif. Parce que dans les airs, vu que l'avion est comme en mouvement par rapport à la masse d'air, l'avion sent pas le vent nécessairement de la même façon que genre au sol. Fait que si le vent, il pousse, tu sais, il y a pas vraiment d'influence. C'est plus la résistance de l'air qui va faire varier sur le gouvernail sur l'empennage vertical. Je sais pas si c'est clair. Ben, moyen, parce que j'arrive pas à comprendre d'où provient le vent. Pourquoi le vent il provient toujours de la direction pour ramener à la stabilité, à la place originale. Mais on parle de l'air frappant, on parle pas de vent. Parce que dans le fond, là, si vous avez l'avion qui se tasse d'un côté, qui fait un mouvement de lacet, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la queue, en tournant, ben, elle fait un mouvement. Si le nez de l'avion se tasse vers la gauche, Ok, ben, la ouais, je queue derrière, elle comprends. se tasse Donc comme là, vers là, la il y a droite. l'air qui va taper sur le côté qui va ramener. Ok, ouais, ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'il y a un effet de résistance de l'air. C'est pas du Ouais, je vent, là. comprends. Enfin, il y avait une main levée, je sais pas si c'était correct. Kadeyun? Euh, alors, l'empennage, c'est la même chose que elle en flèche, mais avec l'empennage. Ben, l'empennage, là, juste pour vous redémêler, là, l'empennage, c'est toute cette partie-là au complet. L'empennage, après ça, on va le diviser en plan horizontal, ou on va l'appeler aussi le stabilisateur horizontal. Puis on va avoir aussi le plan vertical, donc le plan fixe vertical. Donc ça, c'est les deux parties qui vont influencer. Ça, donc le plan fixe horizontal, ça va influencer la stabilité qu'on avait vue ici, qui va changer la stabilité longitudinale. Puis le plan fixe vertical, lui, il va affecter la stabilité directionnelle. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Super. Donc, c'est quoi les quatre facteurs qui influencent la stabilité latérale? Bâtiment, as-tu pour répondre ou c'est une question? C'est pour répondre. Oui, allez-y. Donc, on a la dièdre, l'aile en flèche, le fait de quai et la bonne répartition du poids. Yes, super. La différence entre la stabilité dynamique et la stabilité positive. Montréal.
Ben, stabilité dynamique, c'est que ça va prendre plusieurs petits coups avant que ça revienne à sa position initiale, alors que juste stabilité normale, statique, je veux dire, ça va être d'un seul coup. Oui, mais là, c'est la stabilité positive. C'est un piège dans la question. Stabilité positive, c'est quoi? C'est lorsque l'avion revient à sa position initiale. Exact. Donc, la stabilité dynamique, c'est plusieurs mouvements, plusieurs oscillations. Puis stabilité positive, c'est la stabilité que l'avion redevient à sa position initiale. Des parents, avez-vous une question? Non, c'est bon. Quels sont les deux facteurs qui affectent la stabilité longitudinale? Des guittés. Alors, on a la dimension plus la position du plan fixe horizontal, puis le centre de gravité. Exact. Donc, on a vu les stabilités, donc la stabilité statique, dynamique, positive, neutre et négative. Puis, on a vu la stabilité longitudinale, latérale et directionnelle. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Non? Fait Oui. que c'est pas mal que des parents, oui. Allez-y, avez-vous une question, que des parents? Oh, ouais, je parlais dans le vide, là. C'est juste, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse, genre, pouvoir avoir accès au PowerPoint quand vous partez? Parce que des fois, on pouvait bouger dans les pages. Comme ça, on pouvait revoir. Ben, les PowerPoints vont être mis au courant. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils émettent les PowerPoints, là, mais ils vont être mis quand il va avoir corrigé toutes les fautes. Parce que des fois, ils nous les envoient, puis il y a encore que des fautes. Là, donc, il devrait être cette semaine là, dans le dossier SharePoint. Là. Ok, ouais, merci. Donc, on va voir maintenant le décrochage. On va faire une récapitulation sur les notions de la portance. On va décrire la théorie du décrochage. On va décrire les signes et caractéristiques d'un décrochage. On va décrire les facteurs influençant la vitesse de décrochage et la théorie d'une vrille. Donc, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la portance et la traînée varient selon l'angle d'attaque, puis varient proportionnellement entre les deux. Donc, si la traînée augmente, ben, la portance augmente aussi. Donc, ou ben, vice-versa, là, fait que si la portance augmente, la traînée augmente. Donc, on veut tenter d'atteindre le meilleur équilibre entre les deux. On a vu aussi l'écoulement laminaire, le point de transition et le point de décollement. Donc, je vais vous les montrer sur la petite image ici. Là. Donc, l'écoulement laminaire, donc c'est qu'est-ce qui suit la surface d'un aile. Après ça, ici, on a le point de décollement. Donc, c'est là qu'on décolle de la surface de l'aile, mais que c'est encore laminaire. Donc, vous voyez le L ici, c'est encore un écoulement laminaire. Ensuite, on a le point de transition. Donc, le point de transition, c'est entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Donc, à retenir l'écoulement laminaire, le point de décollement et le point de transition. Puis ici, C, là, ça, c'est la zone morte. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée, mais là, je vous ai mis un petit dessin là, pour aider à plus comprendre. Donc, c'est quoi un décrochage? Un décrochage, ça se produit lorsque la portance n'est plus assez grande pour compenser le poids. Donc, l'aéronef arrête de voler, puis c'est là qu'on décroche. Jusqu'au temps qu'on arrive au décrochage, donc l'angle d'attaque augmente. L'angle d'attaque, on augmente, donc on devient de plus en plus piqué, on devient de plus en plus cabré. Donc, on est de plus en plus comme en train de vouloir monter. L'écoulement laminaire commence à se décoller. Donc, comme on a vu sur l'image ici, plus qu'on monte, ben là, ça va commencer à se décoller.
Le point de transition va se déplacer vers l'avant. Donc, le point de transition, c'est le B. Donc, il va se déplacer de plus en plus vers en avant de l'aile au fur et à mesure qu'on monte. L'écoulement d'air sur l'extrait d'eau est perturbé, ne peut plus suivre la cambrure de l'aile. Donc, ça devient très turbulent. Puis, à un certain angle où qu'on va décrocher, on appelle ça l'angle de décrochage ou l'angle critique. Donc, l'angle critique, c'est l'angle à lequel on décroche. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va peut-être vous aider à comprendre. Je n'ai pas partagé le son, là, mais vous n'en aurez pas besoin pour la vidéo. Là. As the angle of attack of an airfoil increases, the flow Je peux vous le partager le son. En fait, je pensais qu'il n'y avait pas de son dans la vidéo, mais il y a du son. On entend le je vais- son, ne vous inquiétez pas, monsieur. Ben, moi, Ah, personnellement, je l'entends. les autres aussi? Oui, monsieur. C'est bon. As the angle of attack of an airfoil increases, the flow in the boundary layer stops, then reverses direction. This is called boundary layer separation. As angle of attack increases further, the point of Donc, vous voyez separation le point de is séparation the ici. airfoil, until it has so disturbed the flow around the airfoil that further increases in angle of attack produce less rather than more lift. In this condition, Puis là, ici, vous voyez, là, il n'y a plus de portance. Là. Donc, à ce point-ci, vous voyez, tantôt, il y avait encore un peu d'écoulement laminaire, puis là, il n'y en a plus du tout d'écoulement laminaire. Puis, donc, c'est à ce moment-là que le décrochage se produit. wing is said to be stalled. Donc, en espérant que ce soit un peu plus clair, cette vidéo. Le centre de poussée, lui, il se déplace de plus en plus vers l'avant lorsque l'angle d'attaque augmente. Donc, le centre de poussée, c'est là que résultent toutes les forces de portance. Donc, c'est comme un peu le centre de gravité. Donc, c'est là que le centre de poussée, c'est là que toutes les forces de portance se rejoignent. Puis, il se déplace vers l'avant de l'aile au fur et à mesure que l'angle d'attaque augmente. Au point de décrochage, lui, le centre de poussée va se déplacer subitement en arrière. Donc, il va devenir en arrière de l'aile vers le bord de fuite. Fait que ça, c'est les deux points par rapport au centre de poussée. Maintenant, les signes de décrochage. Oui, Cadette Boudin-Vidor. Est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, reculer les deux diaporas avant, juste pour que je prenne une photo? Celle-là? Puis la prochaine. Parfait. Donc, les signes de décrochage. Merci. Pas de problème. Donc, la position cabrée et une faible vitesse de vol. Donc, un décrochage se produit quand l'angle d'attaque augmente. Donc, quand on est en train de cabrer. Puis, la vitesse va devenir de plus en plus faible. Puis, le bruit du vent va également diminuer parce que ben là, on va aller de moins en moins vite. Si on n'augmente pas, si on n'augmente pas la puissance, c'est sûr que là, si vous augmentez la puissance sur un avion, là, c'est différent. Mais là, mettons qu'on parle d'un planeur. Un planeur qui n'a pas de moteur, plus qu'on cabre, ben, moins qu'on va aller vite parce qu'on on ralentit dans l'air. Comme on a dit tantôt, plus de portance, mais plus de traînée également. Les gouvernes vont devenir inefficaces. Donc, l'efficacité des ailerons diminue avec une baisse de vitesse. Donc, les ailerons, vu qu'il y a moins de portance sur les ailes, vont devenir moins efficaces. Puis, on va avoir de la misère, là, on va avoir pas beaucoup de contrôle sur le manche ou le volant de l'avion. Ensuite, on va avoir des vibrations, qu'on va appeler aussi en anglais le buffeting. Donc, ça va vraiment shaker un petit peu.
Ça sera pas très fort, là. On va des fois l'entendre, des fois non. Ça va choquer un petit peu. Puis juste après, le décrochage va survenir. Sur le cours de planeur, là, si vous faites le cours de planeur cet été, le petit truc mémotechnique à apprendre, c'est horizon, vent, vitesse, mollesse, buffeting. Donc, l'horizon. Donc, l'horizon, on voit de plus en plus le ciel et moins le sol. Ensuite, horizon, vent. La vitesse du vent diminue. La vitesse aussi diminue. Mollesse, donc la mollesse des contrôles. Et le buffeting. Donc, horizon, vent, vitesse, mollesse et buffeting. Donc, ça, c'est le petit truc à savoir là, des symptômes les signes d'un décrochage. Donc ça allait un peu résumé des caractéristiques. Donc, les commandes molles, une sensation d'enfoncement. Donc, lorsque le décrochage va arriver, on va commencer à piquer avec un taux de descente élevé. Puis, ça se peut que l'aile tombe d'un côté ou de l'autre. Puis, le nez, ben, lui, va piquer vers le bas. Hum. Un décrochage signifie que l'aéronef ne vole plus et qu'il tombe à cause de la gravité. Oui, qu'il y a des parents. Ouais, c'est quoi l'enfoncement dans le L'enfoncement, c'est diaporama? qu'il pique, dans le fond, il tombe à cause de la gravité, là. Ah, ok, ouais, c'est bon, merci. Donc, un décrochage signifie que l'aéronef ne vole plus et qu'il tombe à cause de sa gravité. Donc, c'est l'enfoncement un peu. Euh, Si on tire sur le manche en arrière, on ne sera pas capable de revenir à notre position tout de suite. Donc, on ne peut pas, aussitôt du décrochage, de continuer de tirer parce que, bon, on va juste empirer. Donc, pour sortir d'un décrochage, ce qu'il va falloir faire, c'est de pousser sur le manche. Donc, on veut reprendre la vitesse. Puis, après ça, donc, on va se mettre en piqué, le temps de reprendre la vitesse. Puis, après ça, on va pouvoir reprendre notre assiette de vol normale. Hum, le poids. Donc, qu'est-ce qui peut influencer la vitesse de décrochage? Ben, le poids. Lorsqu'il y a beaucoup de poids dans un avion, ben, on va devoir tirer sur le manche pour compenser le poids supplémentaire, puis de pouvoir continuer à voler, créer comme un peu plus de portance. Donc, le fait de tout le temps tirer sur le manche, ben, on s'approche de la vitesse de décrochage plus facilement. Donc, plus que l'avion est lourd, plus qu'on risque de décrocher. Euh, donc, l'angle de décrochage demeure le même, mais sera atteint à une vitesse de vol plus élevée. Donc, on va décrocher à une vitesse plus grande que la normale. Si le poids augmente, la vitesse de décrochage augmente aussi. Donc, c'est plus qu'on a de poids, plus que la vitesse de décrochage augmente. Le centre de gravité, quant à lui, la vitesse de décrochage augmente au fur et à mesure que le centre de gravité se déplace vers l'avant. Pourquoi? Si le poids est vers l'avant de l'avion, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est de tout le temps tirer sur le manche un peu pour garder une assiette cabrée. Donc, vu qu'on tire tout le temps sur le manche, ben, on risque d'arriver plus proche du décrochage rapidement. Si aussi le centre de gravité se déplace à l'extérieur des limites de l'appareil, ben, ça peut créer de l'instabilité puis d'avoir un décrochage plus facilement. Ensuite, la turbulence. Une rafale ascendante peut causer une augmentation de l'angle d'attaque. Donc, si on a une grosse rafale, des choses comme ça, ben, ça se peut que le vent relatif vient comme un peu changer. Donc, ça se peut que on risque de décrocher plus facilement. La turbulence peut causer un décrochage si la vitesse est basse. Donc, ça va arriver surtout à vitesse basse. À grande vitesse, ça ne devrait pas arriver bien, mais à basse vitesse, c'est là que ça peut arriver parce qu'il y a une petite variation là, du changement de vent tout d'un coup, mais ça peut affecter.
En virage, lorsque l'angle d'inclinaison augmente, la portance nécessaire pour maintenir le vol augmente à raison du facteur de charge accru. Donc, si on est en virage, euh, on crée beaucoup moins de portance. Donc, versus que quand on est les ailes à l'horizontale, plus qu'on est en virage, moins qu'on crée de portance. Donc, on risque de décrocher plus facilement parce qu'on crée moins de portance en virage. La portance, elle agit toujours à 90 degrés par rapport à l'envergure. Donc, je vais juste prendre mon petit dessin. La semaine passée, on a vu que la portance se fait à 90 degrés vers le haut, puis la gravité est vers en bas. En virage, la gravité est encore vers le bas, mais la portance est rendue comme ça. Donc, la portance résultante, donc la portance qui est rendue, la vraie portance qui se fait ici, est rendue moins grande. À cause des vecteurs, là, je ne veux pas embarquer encore trop dans les vecteurs, vu que la semaine passée, on avait vu que vous n'aviez pas vraiment vu ça. Mais la portance est moins grande en virage à cause de ça, justement, à cause que la portance, vu qu'elle se fait à 90 degrés par rapport aux ailes, ben, il y a moins de portance quand on est en virage. C'est ça, vous l'avez vu, là, vous avez déjà vu en mathématiques que l'hypoténuse est tout le temps plus grande que le côté adjacent, là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que vous avez déjà vu normalement en mathématiques. Les volets peuvent aussi affecter la vitesse de décrochage. Donc, les volets vont réduire la vitesse de décrochage vu qu'on augmente la surface de l'aile. Donc, on augmente la cambrure. Ben, soit la surface ou la cambrure, là, donc le profil d'aile. Donc, ça peut aider ça à réduire la vitesse de décrochage. Et la neige, la glace, le givrage est la plus forte. Donc, si la surface, on a de la glace, des choses comme ça, ben, la surface va devenir moins laminaire. Donc, l'air va devenir plus turbulent rapidement vu que la surface n'est pas lisse. Puis, ça peut augmenter la vitesse de décrochage. Donc, si on répète les facteurs qui peuvent influencer la vitesse de décrochage, on a le poids, le centre de gravité, la turbulence, quand on est en virage, les volets et la neige, la glace, le givrage est la plus forte. Donc, ça, c'est les 6 facteurs qui peuvent influencer la vitesse de décrochage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au décrochage? Non, pas de questions. Le texte est un peu dans l'autre bizarre. Donc, la vrille. La vrille, c'est une autorotation découlant d'un décrochage aggravé. Donc, si vous êtes en décrochage et que l'aile tombe d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'avion ben, va tomber, mais de façon vraiment pas contrôlée, puis il va commencer à tourner sur lui-même. Je vais vous montrer une petite vidéo là, dans quelques instants de c'est quoi une vrille. Puis si une aile décroche, on ne pourra pas tirer sur le manche pour reprendre notre assiette qu'on avait avant. Donc, quand on est décroché, on l'a dit tantôt, on ne peut pas tirer sur le manche pour revenir à notre position initiale. On doit pousser sur le manche un peu pour reprendre la vitesse. Puis l'aile, dans le fond, ça dit que ça va comme tourner sur soi-même un peu parce que justement, à cause de la portance, ben, il y a une aile qui va comme tout le temps créer plus de portance que l'autre, puis ça va continuer le mouvement de rotation. Augmenter l'angle d'attaque fait décrocher l'angle davantage, fait qu'on ne veut pas tirer plus sur le manche parce que ça va juste décrocher encore plus fort. Puis, le nez de l'aéronef se met en piqué et l'autorotation s'amorce. Autorotation, donc c'est une rotation autour de lui-même. Donc, l'avion va tourner
comme une vrille, comme une spirale. Pas une spirale, mais vous avez déjà vu une tornade un peu, là, comment ça tourne une tornade? Ben, c'est un peu la même chose qui se produit dans une vrille. Donc, donnez-moi 4 facteurs des 6 qui influencent la vitesse de décrochage. Cadet Petitmot. Alors, la turbulence, le virage, les volets, le poids et le centre de gravité. Oui, c'est super. Les 6, là, c'était le poids, le centre de gravité, la turbulence, les virages, les volets et la neige, la glace, le givrage est la plus forte. C'est quoi les 3 facteurs qui signalent l'approche d'un décrochage? Cadet Parent. On voit plus l'horizon, le vent, la vitesse du vent diminue Mhm, et après ça devient mou. Les contrôles deviennent mous. mhm. Puis il manque le dernier. Ça, je sais pas par contre. Cadet Artisan. On entend de la vibration. Oui, la vibration ou le buffeting qu'on va. En fait, on va plus le sentir. Ou comme là sur l'avion que vous avez, la vidéo que vous venez de voir, ben, vous allez avoir le stall buzzer qui va sonner. Monsieur, j'ai aussi une question. Oui. Par rapport à la vraie, est-ce que la vraie va s'accentuer plus Non, lorsque ben, on tu va le sors? voir dans le prochain module, là. Fait que je Ok. veux pas y embarquer trop, là, mais non, la vraie, la vitesse demeure constante. C'est ça ma question. Expliquez ce qui se passe lors d'un décrochage. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on décroche? Cadet Moréra. Ben, vraiment simple, c'est qu'on n'a plus de portance, mais comment ça se passe, c'est que le vent laminaire qui est sur notre aile, le point ne va de moins en moins être présent sur l'aile jusqu'à ce que le point de transition va être à bout de l'aile et le vent laminaire va complètement devenir du vent turbulent. Mhm. Puis au moment, ben, après d'avoir décroché, c'est quoi qui se passe? On stall. Oui, mais c'est quoi staller? C'est quoi que l'avion fait? Il fait juste tomber. Il tombe. Exact. Donc, il tombe en chute libre. Qu'est-ce qui peut provoquer une vrille? Cadet Guité. Eh bien, c'est lorsque une des deux ailes, justement, perd sa portance, donc décroche, puis justement, elle s'enfonce. Fait que ça crée un mouvement de répétition qui fait que l'avion tourne sur lui-même en piquant vers le sol. Exact. Super. Donc, on a vu on a fait une petite révision sur la portance, le décrochage. Fait qu'on a vu la théorie, les caractéristiques puis les signes. Qu'est-ce qui influence aussi la vitesse de décrochage? Puis on a commencé à voir la théorie d'une vrille. On va voir dans le prochain module, là, c'est quoi la vrille plus en détail. Il y en a-tu qui ont des questions par rapport à ça? Oui, ça dépend. Ouais, comment une aile perd sa portance? C'est un trop gros angle d'attaque. Oui, exact. Ben, c'est ça. Là, il y a trop un gros angle d'attaque, c'est là que ça décroche. Ah, tu vois. Et aussi, j'ai juste pas compris c'était quoi l'assiette. L'assiette, dans le fond, ben, on a l'assiette normale. Ça, c'est un vol rectiligne. On a l'assiette cabrée. Ça, c'est quand on a le nez vers en haut. Puis on a l'assiette piquée quand on est vers en bas. Donc, les assiettes, là, c'est comme c'est la façon qu'on vole. Ok. Ah, tu vois, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que ça inclut l'angle? Mais en fait, c'est la position de l'avion par rapport à l'horizon. Fait que si l'avion est il monte, donc ça, on va dire cabré. Puis si par rapport à l'horizon, ben, il descend, il est en piqué. Ok, ouais, merci. Est-ce que Je vous ai menti tantôt, là, c'est dans le 4e module qu'on va voir là, la vraie plus en détail. Là. On va
voir dans ce module-là les gouvernes et effets secondaires. Donc, on va voir en fait, on a vu les compensateurs dans les derniers cours, puis on va les revoir. On va parler des déporteurs et des freins de piqué qu'on avait déjà abordés un peu, mais pas en détail. On va parler des volets et de leur utilisation. Puis on va décrire les gouvernes secondaires, les effets secondaires des gouvernes et les coordinations associées. Fait que c'est de la matière qu'on avait déjà vue un peu. On va les approfondir un peu plus là, pour voir leurs effets plus en profondeur. Donc, les compensateurs, on l'avait vu dans un dernier module. Le compensateur, c'est comme la petite plaque qu'il y a ici derrière, qui peut être soit sur le gouvernail sur le stabilisateur vertical ou sur le gouvernail de profondeur. Donc, c'est les deux petites plaques qu'on fait bouger, puis que ça nous permet de réduire l'effort sur la commande. Dans le poste de pilotage, si on ajuste pour pousser vers l'avant, ben, ça va nous permettre d'avoir une vitesse plus élevée. Donc, si on le met de façon à ce que le compensateur soit vers l'avant, donc on ait une assiette piquée, ben, ça va nous permettre d'avoir une vitesse plus élevée. Donc, en piquant, ben, on va plus vite. Puis si au contraire, on met le compensateur plus vers l'arrière, ben, ça va nous permettre d'avoir une vitesse un peu moins élevée. Fait autant que ça peut aider à garder l'assiette, ben, ça va aider aussi à garder une certaine vitesse également, selon la vitesse qu'on veut avoir. Donc, situé au bord de fuite des gouvernes, donc comme ça ici. Maintenant, les déporteurs et freins de piqué. Donc, les déporteurs sont sur l'extrado de l'aile, donc sur le dessus de l'aile, puis ils vont réduire l'écoulement d'air. En fait, ils vont réduire le flux d'air, puis ça va réduire la portance. Donc, les déporteurs sur le dessus de l'aile, donc ça réduit la portance. Versus que les freins de piqué, qu'on va aussi appeler des fois les aérofreins, eux sont sur l'intrado, donc sur le dessus de l'aile. Puis en plus de détruire l'écoulement d'air, ils augmentent la traînée aussi. Donc, les deux, ils détruisent la portance, mais celui-là augmente en plus la traînée. Donc, le frein de piqué augmente en plus la traînée. Fait que les deux détruisent la portance, mais lui augmente la traînée également. Oui, Cadagité. Sur votre image, est-ce que vous pourriez nous pointer avec votre flèche, c'est quoi exactement le frein de piqué? Ça. Parfait, merci. Ouais, l'image, ils n'ont pas pris vraiment les bonnes images, puis j'ai pas dans le droit des modifier les PowerPoint, fait que c'est pour ça que des fois ça a l'air bizarre, puis qu'il y a pas beaucoup, il manque d'images dans les PowerPoint, là, mais c'est qu'on n'a pas vraiment le droit de les modifier full, fait que désolé pour les images pas claires. Donc, ça augmente la vitesse de décrochage quand on les déploie, puis ça augmente aussi la traînée. Ça, souvent, là, pourquoi on va les utiliser? Ben, c'est pour perdre de l'altitude. Donc, on va les ouvrir proche de l'atterrissage pour gérer le taux de descente. Donc, on ne les ouvrira pas en plein vol, ça ne sert à rien. C'est vraiment là, quand on va être en finale, qu'on va ajuster notre pente d'approche avec les spoilers. Donc, en anglais, là, souvent, on les appelle les spoilers. Si vous allez sur les champs de vol, là, vous allez sûrement entendre ça souvent, là, les spoilers. Donc, c'est le synonyme là, pour les déporteurs et freins de piqué. Maintenant, les volets. Donc, les volets, c'est la partie qui est ici, qui est située le plus proche de l'emplanture, à côté des ailerons, qui sont situés sur le bord de fuite.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, en les déployant, ça augmente la cambrure de l'aile, puis ça permet de voler à des vitesses moins élevées. Donc, ça va nous permettre à l'atterrissage d'atterrir avec des vitesses plus faibles. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Donc, ça nous permet d'atterrir à une vitesse plus faible. Le déploiement des volets réduit la vitesse de décrochage à cause de l'augmentation de la cambrure de l'aile. Donc, la cambrure devient plus grande. On augmente aussi là, la surface. Des fois, il y a les volets, des fois, ils vont vraiment sortir du bord de fuite. Puis ça va permettre d'augmenter la surface de l'aile, donc créer un peu plus de portance. Donc, c'est ça qui va nous aider à réduire la vitesse de décrochage. Puis, lorsqu'on les rentre, ben, il faut faire attention parce que là, notre vitesse de décrochage va devenir plus grande. Donc, admettons qu'on est à basse vitesse puis qu'on les rentre, ben, ça se peut qu'on décroche. Donc, ça augmente la surface de l'aile, comme je viens de dire. Euh, des fois, pour planer, on va utiliser les volets aussi pour vraiment monter de plus en plus, puis avoir une vitesse faible. Donc, quand on veut faire des thermiques, donc en planeur, quand on veut prendre de l'altitude, on veut vraiment aller à basse vitesse pour permettre là, de monter le plus haut possible. Puis, si on veut aller dans un autre thermique, ben, on va devoir les rentrer pour aller à la prochaine place, puis les rouvrir. Sur nos planeurs, on n'en a pas de volet, donc on ne peut pas faire ça, là, mais sur certains planeurs, des fois, ils peuvent en avoir. Donc, maintenant, les effets secondaires des gouvernes. Donc, on va voir le lacet inverse si on utilise juste les ailerons. Donc, admettons qu'on prend le manche puis qu'on fait juste tourner avec les ailerons. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se produire un lacet inverse de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand l'aileron va descendre, donc, je ne sais pas si on s'en rappelle l'autre jour, disons qu'on fait un virage vers la gauche. Le, euh, L'aileron du côté droit va descendre, puis l'aileron du côté gauche monte. En descendant, cet aileron-là ben, va créer aussi un petit. Au début, en descendant d'un coup, ça va créer un peu de traînée induite. Donc, en créant un peu de traînée, celui qui descend, ben, ça va faire que oui, on veut faire un virage à gauche, mais l'aile droite va se faire ralentir aussi en même temps vu que l'aileron droit descend. Donc, ça va faire un petit mouvement vers la droite. Fait que si on fait un virage vers la gauche, au début, en descendant rapidement l'aileron droit, ben, ça nous fait une petite traînée puis ça fait un petit mouvement vers la droite. Donc, c'est ça qu'on appelle le lacet inverse. Donc, ça, c'est vraiment temporaire, là. Ça va faire un petit mouvement, puis après ça, ben là, ça va continuer le virage vers la gauche, là, comme on veut vraiment que ça fasse. Donc, ça, c'est l'explication que je viens de vous donner. Oui, qu'il y a des bâtiments. Ça veut dire que c'est temporaire, donc ça dure quelques secondes. Oui, c'est ça, exact. C'est quelques secondes, puis après ça, ben, ça continue là, ben, le virage se fait. Si on fait un virage vers la gauche, ben, là, on continue vers la gauche. Puis pour empêcher de faire ça, on va utiliser les palonniers. Donc, en mettant du palonnier gauche, si on fait un virage à gauche, ben, ça va nous permettre d'éviter ce mouvement-là parce qu'on va vraiment mettre de l'aileron à gauche plus du palonnier. Donc, ça va comme contrer cet effet de lacet inverse-là. Puis le lacet inverse peut augmenter le taux de descente, donc ça se peut qu'on perde un peu de la vitesse si on n'est pas coordonné. Donc, c'est super important de mettre du palonnier dans le virage dans lequel on veut tourner pour éviter de perdre beaucoup d'altitude là, si on n'est pas coordonné en virage. Quand je parle de coordonner, là, c'est qu'on veut s'assurer là, de mettre du palonnier et de l'aileron dans le virage.
Si on ne peut pas utiliser le gouvernail de direction, donc si, admettons, on ne peut pas faire. Admettons que notre gouvernail de direction il est brisé, nos palonniers sont brisés, ben, avec les ailerons, on est quand même capable de faire. On pourrait comme faire un peu de lacet. Mais normalement, d'habitude, nos gouvernes fonctionnent, là. C'est juste que on peut comme. Avec les ailerons, on pourrait quasiment faire du mouvement de lacet là, si on voulait. À cause du lacet inverse. Maintenant, l'autre effet secondaire, le roulis. Donc, on va appeler ça aussi des fois le roulis induit. Donc, dans le roulis induit, là, c'est que si on est en virage, euh, si on fait un virage, mais au palonnier. Donc, si on prend juste les palonniers, puis qu'on essaie de faire un virage, donc de faire un lacet vers la gauche, mais ça ne fera pas juste un lacet. Pourquoi? Parce que si on fait un virage à gauche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, mettons que je dessine. Un avion. Si on fait un virage vers la gauche, l'aile ici va parcourir une moins grande distance que l'aile ici. Donc, l'aile à l'extérieur va parcourir une plus grande distance. Si on fait un lacet, donc si on fait vraiment juste tasser le nez vers la gauche, donc si on tasse le nez vers la gauche en faisant un lacet, ben, l'aile qui est à droite va parcourir une plus grande distance en parcourant, donc va aller plus vite que l'aile qui est à gauche. Donc, en allant plus vite, l'aile droite crée plus de portance. Donc, ça fait un roulis aussi dans le sens du virage. Donc, le roulis induit, qu'est-ce que ça dit? C'est que si on fait un mouvement de la selle, mettons, vers la gauche, mais ça va faire un roulis vers la gauche également à cause que l'aile à l'extérieur parcourt une plus grande distance, donc crée plus de portance. Donc, mettons, juste avec les palonniers, on pourrait faire du roulis également. Un peu comme tantôt avec en faisant un mouvement de roulis, ça peut faire du lacet. Mais là, avec les palonniers, on peut faire du roulis. Est-ce que ça va pour les deux effets secondaires des gouvernes? Pas de question? Non. Donc, que signifie un mouvement de lacet inverse? Il y a des Montréal. Je suis vraiment pas sûr, mais disons, on va juste, disons, on veut tourner à droite, ben disons, on fait un virage, un roulis vers la droite, on va sortir comme si l'avion allait un petit peu vers la gauche, mais à la fin, ça va se stabiliser. Oui, exact. Donc, au début, il va y avoir un petit mouvement vers la gauche, mais après ça, ça va continuer quand même vers la droite, notre mouvement. Comment un compensateur poussé vers l'avant affecte-t-il le pilote? Donc, admettons qu'on ajuste notre compensateur pour tout le temps piquer, donc on le pousse vers en avant. Qu'est-ce qui va se passer avec la vitesse? Il y a des Bolduc. La vitesse va diminuer. Si on pousse vers l'avant. Ok, ouais, non, ça va piquer puis ça va accélérer. Exact. Donc, si on met le compensateur en avant, puis c'est comme si on poussait sur le manche continuellement, donc on va aller plus vite. Ok, ouais. Comment les déporteurs affectent-ils le vol? Les spoilers. Quand est-ce qu'on va les utiliser, puis ça permet de faire quoi dans le fond? Il y a des bâtiments. Ben, ça détruit l'écoulement liminaire, puis on va l'utiliser pendant, ben, on final. Oui, exact. En finale, on va l'utiliser.
Super. Dernière question. C'est quoi l'effet secondaire lorsqu'on n'utilise que le gouvernail de direction? Il y a des artisans. On crée aussi un mouvement de roulis. Oui, donc on crée du roulis là, quand on fait juste le gouvernail de direction. Super. Fait que le module était pas long, celui-là. On a vu une révision de ses compensateurs, les spoilers, ou qu'on appelle aussi là, les déporteurs et freins de piqué, les volets, puis on a vu l'effet secondaire là, des gouvernes et les coordinations associées. Donc, là, je vous ai pas menti. On va voir. Kade Morera, vous avez une question? Ah non, désolé, je l'ai mal cliqué. Pardonnez-moi. C'est bon. On va voir la vrille plus en détail, le piqué en spirale, puis les glissades. Donc, on va définir les caractéristiques d'une vrille. On va décrire comment on sort d'une vrille. On va définir les caractéristiques d'une spirale. On va décrire comment on sort d'une spirale, puis on va parler des types de glissades. Donc, les caractéristiques d'une vrille, on l'a vu tantôt, c'est une autorotation qui se développe après un décrochage aggravé. Assiette de descente en piqué abrupt. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo tantôt, on descend super vite. Mouvement de roulement autour de l'axe longitudinal. Donc, on tourne une autorotation, donc on tourne sur soi-même. La vitesse, elle demeure constante. Donc, tout le long de la vrille, oui, au début, la vitesse va augmenter. Donc, en rentrant dans la vrille, la vitesse va augmenter. Mais au fur et à mesure qu'on descend, la vitesse demeure constante. Donc, il n'y a pas d'accélération durant la descente. Puis la vitesse est quand même lente. Donc, on ne prend pas tant de vitesse que ça dans une vrille, là. Puis les forces G sont constantes. Donc, même si on tourne de plus en plus, on tourne comme tout le temps à la même vitesse. Donc, les forces G n'augmentent pas quand on est dans une vrille. Donc, les forces G, là, c'est les forces gravitationnelles à cause de c'est comme comment on se sent par rapport à notre poids réel. Donc, si les forces G sont de 2, donc si on a une force de 2G, c'est comme si on sent 2 fois notre poids dans l'avion. Le taux de descente est constant, donc le taux de descente, c'est à la vitesse à laquelle on descend. Ça va être constant. Puis on est décroché. Donc, dans une vrille, on est décroché. Ceux-là qui voulaient prendre une photo, si jamais. Les caractéristiques d'une vrille. Donc, c'est dû à cause d'un dépassement de l'angle d'attaque critique d'une aile, souvent. Fait que c'est une aile qui va décrocher, puis on va tomber dans dans une autorotation d'un côté. Du côté que l'aile est décrochée. Un aéronef ne peut entrer en vrille que lorsqu'il est en état de décrochage complet. Donc, il faut que ce soit un décrochage complet pour entrer en vrille. Donc, un amorce de vrille, ça, c'est un amorce. Fait que ça ne fera pas une vrille complète vu que c'est juste un amorce. Donc, un volant, enfoncement de l'aile gauche au moment du décrochage. Puis si le pilote corrige le problème, donc tout de suite au moment qu'on sent l'aile tomber, on utilise nos palonniers pour ramener l'aile à l'horizontale, ben le planeur va reprendre son vol normal. Donc ça, c'est un amorce de vrille. Il n'y aura pas d'autorotation. Il y a des Comment un seul L peut décrocher? Si on est en virage, donc si on est en virage, ben il y a une aile qui va décrocher avant l'autre. Parce que l'angle d'attaque des deux ailes ne sera pas la même en virage. Merci. Donc, les types de vrille, on a l'amorce de vrille. Donc, comme on vient de voir, c'est la portion de la vrille à partir du moment où l'aéronef décroche et que la rotation commence. Donc, c'est l'amorce. On a la vrille stabilisée. Donc, la rotation, elle se produit.
Puis on a une vrille à plat. Donc ça, là, c'est une vrille qui se fait, mais à place d'être une autorotation en descendant comme en piquant, ben c'est une vrille, mais que le nez reste à l'horizontale. Fait que c'est comme si l'avion tourne comme ça sur lui-même en descendant, comme une feuille morte un peu. Puis ça, c'est super dangereux. C'est comme dur un peu de se ressortir de ça, là. Donc normalement, ça n'arrive pas. Une vrille à plat, là, c'est juste dans les acrobaties là, qui en font, mais normalement, votre aéronef ne devrait pas faire une vrille à plat. Là. Oui, qu'il y a des parents. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux premières vrilles? L'amorce de vrille et la vrille stabilisée. L'amorce de vrille, c'est comme ça ici. Donc, l'aile, elle tombe d'un côté, mais on réussit à reprendre notre position. Donc, ça ne fait pas une rotation complète, ça ne fait pas un 360. Donc, ça, c'est juste l'amorce. Puis une vrille complète, ben là, ça fait comme un 360. Ok, donc l'amorce de vrille, c'est qu'il n'y a pas de vrille, mais qu'on était proche, c'est ça? Exact. On a réussi à le reprendre avant que ça arrive. Puis la vrille, ben ça, c'est qu'est-ce que la vrille stabilisée, ça, c'est qu'est-ce que vous avez vu tantôt dans la vidéo. Là. On l'a vu, là, ça a vraiment tourné sur soi-même. Vertical, c'est ça? Oui, ben, ça pique vers en bas. Ouais, ok, c'est bon, merci. Comment on fait pour sortir d'une vrille? Donc, on doit appliquer le palonnier opposé. Pourquoi le palonnier et non les ailerons? Il y en a-tu un qui le sait par hasard? Hein? Cadet Boisvert. C'est parce que les ailerons sont déjà décrochés, fait qu'ils n'auront pas d'effet. Exact. Donc, quand les ailes décrochent, les ailerons vont, ils n'auront plus d'effet parce que les ailes, vu que les ailerons sont sur les ailes et qu'ils sont décrochés, ben, ils n'auront plus d'effet. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir utiliser les palonniers pour mettre dans l'autre bord pour arrêter la rotation. Lorsque la rotation arrête, on va centraliser les palonniers. Donc, on remet les palonniers centrés. Puis tranquillement, on va tirer sur le manche pour sortir du piqué et revenir au vol en palier. Donc, piqué en spirale, ou qu'on va appeler aussi juste spirale des fois. C'est un virage très prononcé en descente. Donc, c'est des virages, puis qu'on va perdre de l'altitude au fur et à mesure. L'assiette de piqué excessif. Donc, on est vraiment piqué vers en bas. On est vraiment en virage en piquant vers le sol. L'angle d'inclinaison est excessif, donc c'est un grand angle d'inclinaison. Un facteur de charge qui augmente. Donc, c'est comme un peu plus. Tu sais, tantôt, je vous ai dit une tornade, mais c'est plus la spirale qui ressemble à une tornade. Dans le fond, c'est comme un cône inversé. De plus en plus, admettons que vous rentrez dans un virage, puis là, vous commencez à tourner sur vous-même avec un grand angle. Ça se peut que vous rentrez en spirale. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de plus en plus, vous allez, les rayons vont être de plus en plus petits, puis les facteurs G vont augmenter. Donc, le facteur de charge augmente au fur et à mesure qu'on rentre en spirale. La vitesse augmente aussi également. Donc, la vitesse, plus qu'on devient vers le bas du cône, la vitesse augmente. Puis, le taux de chute, le taux de descente augmente aussi. Donc, on descend de plus en plus vite vers le sol. L'aéronef n'est pas en décrochage. Donc, contrairement à l'avril, l'aéronef, on n'est pas en décrochage. Donc, on est en virage, mais des virages qui sont vraiment excessifs, puis avec un facteur G qui augmente. Cadette Boudin, aviez-vous une question encore? Hein? Oui, mais vous venez de répondre à la question, c'est correct. Merci. Super. Cadette Boisvert. C'est pas dans ça que l'aéronef peut facilement dépasser la vitesse critique, genre? Oui, exact. Donc, là-dedans, il faut faire attention. Donc, vu que la vitesse augmente, ben, il ne faut pas aller trop vite parce que ça se peut qu'on atteigne la vitesse à ne pas dépasser de l'aéronef. Puis les facteurs G aussi, tant sur nous
Parce qu'à un moment donné, notre corps humain n'est pas capable d'accepter trop de force G sur nous parce que le sang, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'il s'en va tout au pied puis il n'y en a plus au cerveau. Donc, ça peut être très dangereux. Puis l'appareil aussi, selon l'appareil, ben, il y a certaines forces G maximales là, que l'appareil peut résister. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Sortir d'un piqué en spirale. Donc, comment on fait pour sortir d'un piqué en spirale? Une spirale, dans le fond, c'est un virage très prononcé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est l'inverse du virage. Donc, on va vouloir revenir à notre position initiale. Donc, il faudra faire un roulis pour remettre les ailes au niveau. Donc, un roulis avec les ailerons pour remettre les ailes au niveau. Puis après ça, on va tirer sur le manche pour sortir du piqué. Donc, une vrille complète, vous voyez, c'est des autorotations sur elles-mêmes. Puis les forces sont de à peu près 1,5 à 2 G. La vitesse varie, mais demeure presque constante. Puis la spirale, ben, c'est des virages, puis de plus en plus, les G augmentent et la vitesse, comme vous voyez, elle augmente. Y en a qui ont des questions par rapport à la vrille ou la spirale? Oui, cadette Cahouette. Cadet Cahouette. Moi, ma question, c'était, ça mettons, on fait le cours de planeur. Est-ce qu'il va y avoir genre des pratiques à sortir de vrille, sortir de spirale et tout ça? Oui, vous allez l'apprendre tout au complet. Donc, vous allez apprendre comment sortir des vrilles, comment sortir d'une spirale aussi. Fait que c'est votre instructeur qui va vous rentrer en vrille, qui va vous rentrer en spirale, puis c'est vous qui allez devoir vous en sortir. Si vous allez sur Power, donc le cours motorisé, c'est vous qui allez rentrer en vrille puis en spirale, puis c'est vous qui allez devoir en sortir. Puis à chaque année, vous allez devoir les pratiquer. Là, donc, c'est des manœuvres là, qu'on pratique vraiment à chaque année parce qu'il faut savoir reconnaître les symptômes pour que si ça l'arrive, ben, qu'on sache c'est quoi avant même d'arriver à ce moment-là. Puis si on rentre dans une vrille ou dans une spirale, ben, comment s'en sortir. Parfait, merci. Que des parents? Ouais, donc j'ai pas trop compris la différence entre spirale et vrille, mais spirale, c'est genre c'est un peu en plat. Non, une spirale, c'est un cône inversé. Donc, on tourne en virage dans un cône, mais tout le temps de plus en plus serré jusqu'en bas, là. Comme une tornade un peu. Ok, et la vrille, c'est toujours le même rayon, c'est ça? Exact, tout le temps le même rayon, ça tourne sur soi-même. Donc, en descendant, ben, l'avion tourne sur elle-même. Ok, merci. Moi, je sais que les images sont pas si claires que ça, là, ouais. Que des guittés. Ouais, ben, je comprends les caractéristiques de la vrille et de la spirale, mais je comprends pas la distinction qui les cause. Genre, qu'est-ce qui cause un puis qu'est-ce qui cause l'autre? Dans le fond, pour rentrer en vrille, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on a une base vitesse, puis on va vouloir là, pour rentrer en vrille, là, dans le fond, tu as une base vitesse, puis c'est comme un décrochage. Dans le fond, là, une vrille, on décroche avec un aile qui tombe d'un côté. Donc, souvent, une vrille là, va arriver beaucoup quand on veut faire des petits mouvements, puis on ne veut pas prendre. Admettons là, que vous êtes en train de faire votre circuit pour atterrir, puis vous voulez faire un virage en base, puis vous trouvez que vous êtes vraiment trop bas. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? C'est que vous allez vouloir tourner juste avec vos palonniers. Vous allez vouloir pas tourner trop parce que vous ne voulez pas ramasser les arbres qui sont en dessous de vous. Puis vous allez couper votre vitesse. Puis c'est à ce moment-là que ça peut arriver parce que là, vous allez être très lent. Puis vous allez être proche du décochage. Puis là, si un aile tombe d'un côté, ben là, c'est là que vous allez rentrer en vrille. La spirale va arriver, admettons que vous essayez de faire des thermiques. Donc, vous essayez de faire des virages pour prendre des thermiques à une vitesse faible. Puis, si le nez tombe dans le virage, si vous ne mettez pas de contre-pression, dans le fond, on va vous apprendre sur le cours de mettre, quand vous rentrez dans le virage, après ça, on doit mettre un peu de manche de l'autre côté du virage pour pas que le planeur continue de tourner un peu dans le virage, puis que le nez tombe. Si on ne met pas de contre-pression de l'autre bord, ben, le nez va tomber, puis c'est là que la spirale va arriver.
Je ne sais pas si ça répond un peu plus à vos questions. Oui, parfait, merci. Les caractéristiques d'une glissade. Donc, c'est utilisé pour perdre de l'altitude ou corriger une dérive due au vent en approche finale. Donc, c'est pour perdre de l'altitude ou se repositionner. Donc, si, admettons, vous êtes en finale puis que vous n'êtes pas positionné par rapport à la piste, c'est une mesure que vous pouvez prendre. Donc, une glissade, là, vous allez comme glisser dans du côté où que vous voulez aller. Si on va voir les types, puis je vais vous l'expliquer un peu plus. Vous allez plus comprendre là, en voyant les types de glissades, là, c'est quoi vraiment une glissade. Si on l'utilise avec les déporteurs, donc les spoilers, ça va avoir un taux de descente très élevé. Donc, super attention, quand on fait des glissades, là, ça descend quand même assez vite, surtout si les spoilers sont ouverts. L'aéronef est placé dans une assiette inclinée. Donc, on ne peut pas faire ça quand faut piquer un peu vers le sol pour être capable de le faire. Puis, on va être incliné, on va être comme un peu en virage. Donc, on va être comme un peu avec un assiette incliné. Puis l'anémomètre va ne pas indiquer la vitesse réelle en raison de l'angle entre le tube pitot et le vent relatif. Fait que dans le fond, quand vous êtes en glissade, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que, admettons que vous volez en ligne droite, puis vous voulez faire une glissade vers la gauche, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme un peu vous décaler. Vous allez comme glisser dans le virage, mais votre nez va pointer vers la droite, mais vous allez vous tasser vers la gauche. Je vais essayer de vous montrer peut-être une petite vidéo pour mieux comprendre. Kawet, avez-vous une question ou Oui, dans le fond, pour entrer en glissade, c'est quoi qu'il faut faire? je vais en parler tout de suite après. OK. Donc, on l'utilise pour perdre de l'altitude, puis l'axe longitudinal n'est pas aligné avec la trajectoire de vol. Donc, comme je viens de vous montrer sur la petite vidéo, la trajectoire de vol n'est pas, l'axe longitudinal n'est pas aligné. Donc, le nez pointe de l'autre sens que où est-ce qu'on s'en va. Donc, pour entrer en glissade en ligne droite, donc, ça, c'est un des types de glissade, donc la glissade en ligne droite. Ça, c'est vraiment pour perdre de l'altitude. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'on va incliner le planeur au moyen des ailerons et simultanément appliquer suffisamment de paliers opposés. Donc, on va mettre aileron d'un côté, puis palonnier complètement opposé de l'autre sens. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va être décoordonné. On a le palonnier d'un bord, puis les ailerons de l'autre côté. Ça va nous permettre là, de perdre de l'altitude. Puis pour sortir, ben, on relâche le palonnier, puis on met les ailes à l'horizontale au moyen des ailerons pour reprendre notre position qu'on voulait, qu'on veut continuer. Donc, c'est pour ça tantôt que je disais que, admettons qu'on fait une glissade, ben, les instruments ne seront pas fiables parce que vu que le nez de l'avion va pas en ligne droite, ben, le vent relatif par rapport à l'avion ben, va être un peu différent. Donc, les instruments ne nous indiqueront pas la bonne vitesse. Maintenant, on a la glissade normale. La glissade normale, ça, c'est pour se réaligner ou si on a un vent de travers qui nous souffle, donc un vent de côté. L'axe longitudinal dans la glissade normale va être aligné avec la trajectoire au vol. Donc, en fait, on veut juste vouloir se replacer à notre position initiale. Donc, parce qu'admettons que vous êtes à droite de votre piste puis vous voulez vous retasser à gauche de la piste. Si on fait juste mettre des ailerons d'un côté, ben vous allez tourner. Nous, on ne veut pas tourner quand on est rendu en finale proche de la piste. On veut juste se tasser vers la gauche. Donc, on va vouloir mettre des ailerons à gauche.
met un peu de palonnier à droite pour compenser pour pas qu'on tourne en virage. Ah, on voit un peu l'image ici. Donc, glissade en ligne droite, on est croche. Versus la glissade normale, on a le nez perpendiculaire. On a le nez il est parallèle avec la trajectoire où on s'en va. Oui, qu'il y a des parents. Je voulais savoir si. Est-ce qu'il y a aussi des glissades verticales, donc un peu latérales? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un moment, j'avais fait du planeur avec quelqu'un. Il nous avait fait un peu comme une montagne russe, puis ça nous avait descendu rapidement en altitude. Donc, ça, c'est aussi considéré comme une glissade un peu. Non, c'est pas une glissade. Une glissade, il faut être décoordonné. Il faut que vraiment, là, admettons que les ailerons soient d'un bord, puis que le gouvernail de profondeur, de direction, je veux dire, donc les palonniers soient de l'autre sens. Fait que mais c'est sûr que si tu fais des montagnes russes ou tu fais un décrochage, si tu fais un décrochage, là, tu vas perdre de l'altitude, mais c'est pas une glissade, là. Ok, et c'est quoi la différence entre la glissade normale à droite et à gauche? La Parce que j'avais pas glissade trop en vu. ligne droite, ça, vous avez les ailerons complètement. Vous avez aileron d'un côté, puis palonnier complètement enfoncé de l'autre côté. Puis là, on était rendu à là, la glissade, comment on fait pour entrer dans une glissade normale. Donc, on va voir c'est quoi la différence. Donc, la glissade normale, il faut incliner le planeur avec le palonnier opposé, mais on ne mettra pas le palonnier dans le fond complètement. On va mettre à peu près dans le milieu. Puis après ça, avec les ailerons, ben là, c'est là qu'on va tasser un peu plus ben, on va mettre un peu plus d'ailerons pour se tasser plus ou moins. Donc, c'est avec ça qu'on va, c'est avec les ailerons qu'on va contrôler notre direction. Donc, on met un peu de palonnier pour nous empêcher de tourner dans le virage. Puis, on met un peu d'aileron pour se tasser à la bonne place. Pour sortir, ben, on remet les ailes horizontales à l'aide des ailerons, puis on relâche le palonnier également. Donc, la différence entre les deux, l'axe ici, il n'est pas aligné avec la piste, alors qu'ici, on est aligné avec la piste. Ici, on met la glissade en ligne droite, on met palonnier dans le fond, alors que la glissade normale, on ne met pas le palonnier dans le fond. Ça ici, c'est pour perdre de l'altitude, la glissade en ligne droite, versus que la glissade normale, c'est pour se réorienter, se tasser à la bonne place. Se repositionner. Repositionner. Maintenant, on a la glissade en virage. Donc, ça, la glissade en virage, c'est qu'admettons qu'on veut perdre de l'altitude pendant qu'on fait un virage. Fait qu'admettons qu'on est en base, puis on tourne en finale, puis on est super haut, mais on va peut-être pouvoir faire une glissade en virage. Donc, on va pouvoir perdre de l'altitude en même temps de tourner. Donc, c'est la même affaire que si on faisait un virage, mais on va mettre du palonnier de l'autre sens pour perdre de l'altitude. Donc, on va être décoordonné, puis c'est ça qui va nous perdre de l'altitude. Puis pour revenir, ben, on met les ailes à l'horizontale, puis on relâche les palonniers pour revenir à notre position puis notre vitesse qu'on veut. Donc, c'est les trois types de glissade qui existent. Donc, on a la glissade en ligne droite, la glissade normale et la glissade en virage. Donc, c'est quoi les trois formes de glissade et c'est quoi l'objectif de chacune d'elles? Donc, vous pouvez m'en nommer une puis son objectif. Oui, que des parents, nommez-moi en une puis son objectif. La glissade normale, et le but, c'est de se réorienter sur. Oui, exact. Ouais. Super. Après ça, une autre personne. Il y a des Bolduc. La glissade en virage, c'est de perdre de l'altitude en même temps de tourner. Exact. Puis la dernière. Il y a des Cahuètes. Ben, je me rappelle de son but, mais j'ai comme un blanc de mémoire pour son nom. C'est ben, celle qui sert à perdre de l'altitude. Oui, c'est la glissade en ligne droite. Fait que la Ok, glissade ouais, en ça ligne va. droite permet de nous perdre l'altitude. Super. Comment on sort d'une vrille? Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir d'une vrille? Quel contrôle on va devoir utiliser sur notre appareil? Cadette Boisvert. Hein?
Le palonnier, il va falloir le mettre Ouais, à l'opposé de la direction de la vraie. exact. Donc, super important, le palonnier. Puis après ça, est-ce que vous en rappelez du reste ou... Cacahuètes, pouvez-vous compléter? Ben, il faut piquer vers l'avant pour reprendre la vitesse et sortir du piqué, hein. Ben, je sais Exact. pas si Donc, ça on fait met sens. palonnier opposé pour arrêter la rotation. On pique un peu pour prendre de la vitesse. Puis après ça, on ressort du piqué. Quelles sont certaines caractéristiques d'un piqué en spirale? Donc, c'est quoi la spirale? C'est quoi que ses caractéristiques? Il y a des... Ah, Ben, la spirale, c'est un piqué. L'avion, il. Attends un peu, je me suis perdu. Qu'est-ce qui se passe, admettons, avec la vitesse, les forces G? Il Ah reste oui, c'est pareil ça. ou il Les augmente? forces augmentent, contrairement à la vraie, et Mhm. la vitesse augmente aussi. Yes, exact. Donc, tout augmente pas mal. Le taux de chute augmente, l'inclinaison augmente, tout augmente. Puis, est-ce qu'on est décroché? Non. Super. Donc, on n'est pas décroché en spirale. Comment on sort d'une spirale? À main levée. Il y a des bâtiments. Il faut mettre les ailes au niveau avec par un roulis, puis on tire sur le manche pour sortir du piqué. Exact. Super. Donc, on a vu les vrilles, comment sortir, la spirale, comment sortir, puis les trois types de glissade. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce dernier module-là? Ou les autres modules du cours qu'on a vus également, là, avec Adéguité? Oui, pourriez-vous revenir à la diapositive sur la glissade en ligne droite? J'ai oublié de prendre une note. Celle-là ou l'autre d'avant? Celle d'avant, oui, celle-là. Parfait, merci. En linge droit. C'est vraiment bien traduit. Cadet Artisan, avez-vous une question? Non, monsieur. Je fais tes sommaires. Cadet parent? Ouais, j'ai juste pas compris pourquoi en spirale on n'est pas décroché. Parce qu'en spirale, c'est juste un virage qui augmente de plus en plus. Donc, c'est le virage, il n'y a pas une aile qui est décrochée, on est juste en virage, dans le fond, mais de plus en plus serré. Donc, si tu un peu avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais genre la stabilité qui fait au début, la stabilité négative qui fait que l'angle augmente de plus en plus, genre, c'est ça? Hmm, Plus ou moins, c'est plus parce que vu que le nez de l'avion tombe, c'est le nez qui pique vers le sol. Parce que si on ne met pas de contre-pression, donc si on n'essaye pas, mais oui, ça peut être dû un peu avec la stabilité. Donc, vu que le poids de l'avion est toujours vers en avant, comme on a dit tantôt, le poids de l'avion est vers en avant, fait que le nez tombe, puis oui, ça peut comme empirer justement à cause de la stabilité. Fait que oui, vous avez un peu raison par rapport à ça. Puis qu'il y a des Youn. Ma question n'a pas de lien avec le cours, mais combien de cours reste-t-il avant l'examen? Par cœur, je ne sais plus, vous les avez dans je ne sais plus les dates, là, mais vous avez dans le premier cours, dans la deuxième semaine des cours, ou la première, là, vous avez le PowerPoint qui est écrit, là, c'est quoi, c'est quand les dates des cours. Mais il D'accord, reste un cours la semaine prochaine, puis après ça, ça retombe en janvier les prochains. merci. Ben, moi, ça me dit que ça finissait le 31 janvier. Ah, ouais, ça se peut. Mais il y a une pause là, à partir, dans le fond, la semaine prochaine, il y a une pause de 2 ou 3 semaines. Là, fait que la semaine prochaine, il y a un cours, puis après ça l'arrête là, pour le temps des fêtes.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on a fini pour ce soir. Donc, on a vraiment fini plus tôt que prévu, là. Ça va compenser pour la semaine passée que ça a pris un peu plus de temps. Fait que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez y aller. Puis, je vais rester là comme d'habitude si vous avez des questions plus individuelles. Merci, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Soirée. Merci, bonne soirée. Avez-vous des questions? Oui, allez-y, que dépend. Ouais, ben j'avais plusieurs questions. Sûr que ça m'a pas aidé, mais j'ai pas compris c'était quoi les compensateurs et les palonniers. Les palonniers? Et les compensateurs. Mais les palonniers, ça, c'est pour faire le lacet, là, c'est les pédales qui sont dans l'avion. Ok, j'ai toujours la difficulté à me rappeler. Roulis, c'est de côté, c'est ça? Roulis, c'est quand on tourne comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Les lacets, c'est quand on oriente le nez de gauche à droite comme ça. Puis après ça, on a Ouais. le tangage, ça, c'est quand on monte puis qu'on descend. Après, c'est quoi les compensateurs? Les Je me rappelle, compensateurs, ça, on l'avait vu la semaine passée, c'est la petite plaque qui est au bout de l'avion pour réduire l'effort du pilote. Sur le gouvernail de profondeur, là. Tu sais, il y a comme une plaque sur le gouvernail de profondeur, puis ça permet que, tu sais, j'avais parlé là, que ça va comme dans le sens inverse de la gouverne, puis ça permet de réduire l'effort du pilote. Oh, la petite affaire qui bouge. Oui, avec la petite roulette, là, il y a comme une petite roulette dans le cockpit qu'on peut ajuster, là. Ok, après, j'ai pas compris le lacet inverse. Le lacet inverse, c'est que, dans le fond, si vous faites du roulis, vu que l'aileron qui descend crée de la traînée aussi, ben, ça fait comme un lacet de l'autre sens du virage, au début du virage. C'est ça, j'arrive pas à comprendre la paix. Moi, c'est vraiment les affaires un peu plus physiques, genre à faire avec la pression. Donc ça tourne. Donc ça tourne sur le côté. Puis il y a une place où il y a plus de pression et l'autre qui en a moins, c'est ça? Non, mais parce que dans le fond, l'aileron qui descend, en descendant, ça fait comme une plaque, une résistance dans le flux d'air. Oh, mais il n'y en a pas aussi un peu de la résistance en haut? Oui, mais au début, c'est plus, il est plus grand sur l'aileron de droite. Fait que c'est pour ça que ça fait juste au début du virage un lacet induit vers l'autre côté. Ok, puis ça fait quoi? Le lacet inverse, ça permet quoi? Ça permet de se restabiliser. Ça permet rien, c'est juste une réaction faut juste savoir que ça existe parce que si tu fais juste du mouvement de roulis, ben ça va faire du lacet inverse. Ok, c'est C'est juste comme ça que toujours de l'avion même, est c'est ça? conçu, là. C'est à cause des forces physiques, là. Donc c'est toujours de même? Donc, Oui. lacet inverse, ça va mettre la pression sur l'aile penchée. Et c'est tout? La pression sur l'aile Mais penchée. j'arrive pas à comprendre c'est quoi qu'il y a sur l'aile en bas. Mais pouvez-vous retourner sur le diaporama du lacet inverse? Parce que je prends pas de notes, puis j'attends qu'il les sorte comme ça. J'ai les notes directes, puis c'est plus facile. Je pense pas que c'était dans ce module-là, c'était dans. Ouais, c'était dans l'autre. Hum, 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 hum. Ah oui, et le compensateur, il faut-tu le mettre dans le même sens que le virage? Mais le compensateur, souvent, il est plus sur le gouvernail de profondeur, là. C'est pour nous empêcher de monter ou de J'ai juste descendre, compris. là. Mais ça va nous aider, c'est ça,
à se replacer. Ça va réduire l'effort. Donc, le pilote n'aura pas toujours à peser sur le manche. Fait que dans le fond, ça fait juste que. Parce qu'admettons là, qu'on lâche les commandes, ben, l'avion a tendance, à cause des stabilités, de prendre une certaine position. Mais admettons qu'on veut aller plus vite que la vitesse de base, que la position normale de l'avion, ben, on va Ok, pouvoir ouais, ça va utiliser avec juste le trim faciliter, ouais. pour faciliter ce mouvement-là. Pour pas que ça revienne à sa. Enfin, on contre la stabilité. Ok. Et là, ok. Donc, c'est quoi vraiment la partie ici qui pourra le plus m'aider à comprendre le latin inverse? Le lacet inverse, c'est que dans le fond, l'aileron. Admettons qu'on fait un virage vers la gauche. L'aileron de gauche va monter, puis l'aileron de droite va descendre. Mais l'aileron de droite qui descend, au début, va créer de la traînée. Parce que oui, on crée plus de potence, mais on crée plus de traînée aussi. Ça, on l'a vu. Plus de potence égale plus de traînée. Fait qu'au début, ça va faire de la traînée. Fait que ça va faire que le nez de l'avion va tourner vers la droite, dans l'autre sens du virage un peu. Ok, je vais peut-être essayer de regarder ça plus en profondeur parce que j'arrive vraiment pas à comprendre. Je commence à comprendre, mais je vais juste devoir le revérifier et le relire. Je vais aussi regarder sur Internet. Parce que on a vu plus de potence égale plus de traînée. Mais ça, j'ai oublié. Il y a des semaines, j'avais plus de difficulté à comprendre ça. Ouais. Bon, mais c'est super important là, de réviser aussi les PowerPoint pour vraiment comprendre là, la matière. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais ils sortent pas les PowerPoint. Ça prend du temps avant que ça. Mais la semaine passée, je vous avais montré aussi, avez-vous trouvé avec votre escadron le entre ciel et terre? En fait, je commençais à avoir beaucoup de stress pour l'examen, puis j'étais plus sûr si j'allais être capable. Mais là, elle est venue, puis elle m'a donné son livre d'aviation. Super. Mais c'est juste, je sais pas vraiment où trouver l'information, tout ça. Mais des fois, c'est de lire sur Internet, de regarder des vidéos. Là. Je vous ai montré des vidéos tantôt qui expliquaient un peu les glissades, tout ça. Là. YouTube va être votre bon ami aussi, là, des fois, de voir des vidéos parce que en dessin, des fois, mes dessins surtout ne sont pas très beaux. Là, fait que des vidéos vont vous C'est aider. le poids, c'est ça? Ben, ça cause la gravité, là, c'est la force gravitationnelle. Fait que, tu sais, admettons, sur Terre, normalement, on pèse une fois notre poids, donc 1G. Puis si, admettons, on pèse deux fois notre poids, ben, ça va être 2G. Et comment on augmente cette force? À cause du virage, admettons, une centrifugeuse, là, je ne sais pas si vous avez, c'est quoi une centrifugeuse? Non. Mais tu sais, quelque chose qui tourne super vite, là, mettons en science, pour séparer des matériaux, des affaires comme ça, ou même il existe des manèges. Tu sais, dans un manège, là, quand vous descendez une pente ou quelque chose du genre, ben, vous vous sentez plus léger. Puis au Ouais. contraire, tu sais, quand vous êtes dans quand ça descend, ben, vous êtes plus léger, puis quand ça monte, ben, là, vous êtes plus lourd. Ça, c'est à cause des forces gravitationnelles. Ok, donc quand on monte, il y a plus de force G, c'est ça? Ou... Eh ben là, en virage, admettons que vous êtes en spirale, ben là, ça va créer plus de force G. Plus ça tourne vite, plus cette force G. Va augmenter parce que la force G, c'est la. Tu sais, comme admettons, vous faites un virage en auto, là. Admettons que vous faites un virage. Si vous faites un petit virage doucement, vous ne serez pas propulsé tant que Ouais, ça ouais. de l'autre bord. Mais admettons que vous tournez sec, là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous vous ramassez de l'autre bord dans l'auto, hein? Ok, ouais. Ouais, ça, C'est ça, c'est les bon. forces G, c'est la force gravitationnelle, c'est ça qui vous fait. Tu sais, en auto, on le sent déjà un peu en auto. Là, tu sais, quand vous faites un virage, parce qu'on ne le fait pas très vite, le virage. Maintenant, vous faites un virage vite en auto, là, vous allez vous ramasser de l'autre côté. Ok, donc c'est pas une force qui fait t'écraser sur ton siège, mais c'est plus une force qui fait t'écraser sur les côtés, c'est ça, genre? Ben, Mais ça en fait, fait dans les le deux. sens du poids, fait que comme on a vu tantôt, là, c'est tout le temps 90 vers en bas. Fait que oui, Ouais. ça va être sur ton siège, mais un peu aussi sur le côté, là.
Ok. Ouais, la physique, c'est un peu plus dur pour moi, je pense. Ouais, là, je peux pas donner des cours de physique non Ouais, plus, non, je là. sais, je sais. Ouais. Tu sais, là, je pense que vous essayez aussi d'aller trop loin un peu, là. Vous essayez comme de comprendre le pourquoi du comment et tout ça. Tu sais, moi, je pense que vous devez plus. Je sais que c'est un peu poche, je dis comme ça, là, mais pour l'examen, là, c'est du par cœur. Sachez-le par cœur, puis au fil des années, là, vous allez comprendre. Mais là, vous avez des matières que vous n'avez même pas vues encore à l'école. Fait qu'on ne peut pas aller trop loin. Donc, tu sais, c'est poche, là, mais apprenez-le par cœur, puis après ça, vous essayerez de comprendre. Ok, mais par cœur, ça va être vraiment dur, j'ai l'impression aussi, là. Oui, mais c'est ça le pilotage, là. Cet été, ça va être. Si vous avez de la misère en ce moment, ça va être dur, encore plus dur cet été, là. Je ne vais pas vous décourager, mais c'est des cours très difficiles. Fait que c'est du par cœur, là. Vous devez savoir, sur le camp d'été, vous devez savoir vos checklists, donc toutes les. Avant le décollage, des choses comme ça, tout par cœur. Ok, C'est ouais. beaucoup de par cœur, le pilotage, là. Ok. Bon, ben, ça va être tout pour moi ce soir. Au revoir. Super. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.